Oui, chers amis, bonjour. C'est toujours un grand plaisir de prendre le pilotage d'une session de notre académie qui va être consacrée aujourd'hui à l'échinococose kystique. Mais avant d'entrer sur ce sujet, je voudrais juste vous rappeler quelques événements importants, les événements de l'académie, les grands événements de l'académie que nous organisons pour que l'excellence de la chirurgie française et francophone soit la mieux connue possible, la plus diffusée possible sur l'ensemble de nos structures qui couvrent l'ensemble des disciplines de la chirurgie. 13 disciplines sont concernées dans le cadre de ces grands événements. Et donc, on va vous montrer une image. Dans le cadre des grands événements, l'Académie nationale de chirurgie organise le 28 et le 29 novembre, ici, dans l'espace qui est juste derrière, à côté, donc l'ancien réfectoire des Cordeliers, un énorme événement qu'on appelle les rencontres internationales de la chirurgie francophone, qui sont consacrées cette année à trois grandes thématiques. Une première thématique qui concerne l'aide aux victimes des grandes catastrophes, donc avec l'ensemble des communautés médicales et chirurgicales et administratives de notre pays en France, mais aussi à l'international. Et donc, ça va être un élément très, très fort d'une illustration de ce que les victimes des grandes catastrophes, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient liées, comme on dit, à la folie des hommes, à la guerre ou au terrorisme, que nous vivons dans le cadre même de notre pays, mais aussi à l'étranger. Donc, ce sont les sujets qui seront traités le 28 novembre, avec la Société française de médecine des catastrophes, avec la Société française de médecine d'urgence, de chirurgie d'urgence, la SFAR, les anesthésistes réanimateurs, mais également l'école de santé du Val-de-Grâce, l'ensemble des forces civiles et militaires qui s'occupent de la sécurité sanitaire civile et militaire de nos concitoyens, mais aussi des citoyens du monde entier qui sont victimes de ce genre de situation. Et donc, on a c'est incroyable, puisqu'on va avoir des retours d'expérience aussi bien du Bataclan que de Charlie Hebdo, que de l'attentat de Nice, que des victimes qui malheureusement meurent sous les bombes aujourd'hui en Ukraine, en Afghanistan, en Syrie, au Liban. Et donc, ça va être une journée incroyable. L'ensemble des collègues qui s'occupent de ces sujets seront là, les meilleurs, les plus connus, des gros responsables au niveau administratif qui vont, en particulier la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui est une structure qui est pilotée par le ministère de l'Intérieur, mais qui est bicéphale, civile et militaire. Et donc, vous aurez énormément d'éléments pour à la fois entendre des victimes aussi. Philippe Lançon, qui a été victime de l'attentat de Charlie Hebdo et qui a été opéré à la Pitié-Salpêtrière par une de nos collègues en chirurgie maxillofaciale, Chloé Berthelus, qui a opéré M. Philippe Lançon, qui a écrit un récit de sa mésaventure, de ses interventions chirurgicales multiples qui lui ont permis de retrouver un visage, alors la moitié de son visage était embarqué par une Kalachnikov. Et donc, voilà. Donc il sera là. Philippe Lançon, qui a écrit, c'est pas un roman, c'est un récit, Le Lambeau, prix Renaudot en 2018, et donc il sera là pour nous raconter avec des collègues, le professeur Bernard de Rochelle, que tout le monde connaît, le grand spécialiste de la greffe du visage, aussi bien donc, les techniciens que ceux qui s'occupent de la réparation mentale et psychologique de ces victimes. Donc on aura un grand psychanalyste qui viendra nous expliquer parce qu'il s'occupe de la récupération de l'image de soi quand on a perdu une partie de son identité au travers des blessures qu'on peut éventuellement avoir. Alors ça, c'est un des thèmes, et on aura deux autres grands thèmes qui est l'aide à l'accueil des étudiants étrangers dans l'espace francophone, aussi bien en France que dans l'ensemble des espaces francophones du monde entier. Comment peut-on mieux accueillir
comme on accueille aujourd'hui en Europe des étudiants émanant de différents pays et qu'on fait des échanges interuniversitaires qu'on appelle Erasmus. Et donc, est-ce qu'on pourrait mieux organiser aujourd'hui l'accueil des étudiants étrangers en France? Parce qu'actuellement, quand un étudiant veut venir en France, c'est plutôt un combat, pas gagné d'avance. Et donc, plutôt de bâton dans les roues qu'une facilitation, qu'un accueil, alors qu'on passe à côté de grandes victoires de la chirurgie et de la formation française. On passe à côté des collègues comme Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, parce qu'il a été, en tant que gynécologue chirurgien obstétricien, il a été formé à la faculté de médecine d'Angers. Et il est devenu prix Nobel de la paix parce que c'est un héros international qui s'occupe, chirurgien, qui s'occupe des victimes de viols de guerre dans l'est du Congo, Kivu, dont on parle beaucoup actuellement. Un troisième grand thème, je ne serai pas trop long, sera traité l'après-midi du 29, vous qui vous intéressez à différents domaines, comme même dans l'échinococose, l'arrivée des robots chirurgicaux est une évolution considérable pour faire changer les pratiques chirurgicales. Et donc, c'est l'aide au développement de la chirurgie robotisée dans l'espace francophone. Et donc là aussi, on entendra aussi bien des collègues qui ont la chance de pouvoir se payer au travers des fonds publics qui permettent d'acheter des robots. Mais on entendra également la demande de nos collègues d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Ils veulent être eux aussi dans cette évolution. Ils ne veulent pas être dans la chirurgie d'avant-hier, mais dans celle de demain. Donc, ils ont, et vous savez que l'IRCAD, par exemple, qui est une structure que l'Académie soutient, depuis cette année, d'ailleurs, depuis le mois de février, a reçu le label de l'Académie nationale de chirurgie, l'IRCAD, que vous connaissez tous. Et donc, l'IRCAD a créé le développement des techniques invasives à Kigali, au Rwanda, qui s'appelle l'IRCAD Africa. C'est une structure incroyable. Ça veut dire que l'excellence de la chirurgie française s'exporte dans l'ensemble des pays du monde. Il y a environ, je me trompe peut-être, 8 ou 10 IRCAD qui sont actuellement 8, mais je pense qu'il y en a 2 autres qui sont en projet, dont une aux États-Unis, même aux États-Unis, même en Russie, quand peut-être la guerre de l'Ukraine sera terminée. On espère qu'elle sera terminée le plus vite possible. Voilà, ces éléments pour vous inciter à vous inscrire, si vous le souhaitez, le 28 et le 29 novembre. Il faut s'inscrire pour pouvoir, si vous voulez être présent à côté dans le réfectoire des Cordeliers, il y a environ 200 places maximum. Donc, si vous voulez avoir une place, il faut vous inscrire d'avance. Sinon, vous pouvez suivre en vous inscrivant sur la plateforme qui s'appelle grandsévénements-académie.fr. Vous pourrez suivre ces événements en direct ou en replay sur cette plateforme. Donc, je ne sais pas si on la projette là. La plateforme, on peut la projeter pour que tout le monde sache comment y aller. C'est très simple. C'est déjà sur le portail de l'Académie lui-même. Vous avez la référence au RICF 22, mais ensuite, on a développé une plateforme spéciale qui permet d'avoir une grande qualité de reproduction des webinaires qu'on produit. Et donc, ça permet voilà, c'est ça. Et vous avez le programme, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Et aussi bien, vous voyez à gauche, inscription en présentiel en haut, vous regardez le live. Quand vous voulez regarder le live, il faut simplement mettre votre URL et votre adresse mail, et puis c'est bon. Et vous avez accès à l'ensemble en direct, et puis après en différé. Voilà, on fait de gros efforts pour que l'Académie nationale de chirurgie devienne une académie nationale digitale, c'est-à-dire complètement intégrée dans l'évolution du monde d'aujourd'hui. Communication, répétition, extension, explosion de l'ensemble des données, exploitation des datas. Voilà, ce sont ça les sujets sur lesquels une académie moderne doit absolument s'inscrire. C'est cette évolution qui est en cours. Et, différents collègues, on a créé pour 2023 une commission pour l'innovation et le digital, donc dirigée par Jean-Claude Coffinal. Et donc, les travaux qui sont d'ores et déjà entrepris avec des très grosses sociétés comme Dassault Systèmes, etc.,
c'est vraiment l'avenir, et il faut venir dans une académie pour savoir sortir des silos de communication dans lesquels nous fonctionnons. Nous fonctionnons comme dans des sociétés savantes. Certes, c'est très important d'être orthopédiste et d'être chez soi, chez les orthopédistes, mais c'est très important qu'un orthopédiste comprennent ce qui se passe en chirurgie maxillofaciale, en chirurgie abdominale, viscérale, etc., en neurologie, parce qu'il va apprendre plein de choses qui pourront lui servir dans sa propre pratique. Voilà le message d'aujourd'hui. Merci à tous d'entrer dans ce processus que nous voulons le plus vertueux possible. Monsieur le secrétaire général perpétuel, Hubert, un message. Oui, une seule information pour vous dire que l'Académie de chirurgie a été invitée à participer samedi dernier au 15e anniversaire de la collection La médecine à travers les siècles chez l'éditeur L'Harmattan à l'occasion de la publication de son 150e livre. Donc plusieurs membres de l'Académie ont pris la parole. Philippe Mar, moi-même, pour représenter le président, et puis Michel Germain, ou Dominique Lemen encore, et l'Académie a reçu donc une médaille à cette occasion de cet événement. Ici, nous diffusons beaucoup de livres quand ils nous sont adressés qui sont écrits par des chirurgiens, et on écrit beaucoup sur les chirurgiens, et donc ça fait partie de l'activité de l'Académie. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, c'est le moment de donner la parole à notre secrétaire de séance, Georges Avilaoud, qui va retracer les contenus de la réunion précédente du 9 novembre. Merci. Monsieur le Président, chers collègues et amis, je vais être assez court pour vous éviter de vous ennuyer. On va commencer donc par la présentation. C'est une présentation sur la clinique de chirurgie qui reçoit la Société française d'ORL. Donc, en première présentation, Benjamin Verillot, la chirurgie endoscopique endonasale, les acquis, les perspectives. Depuis les années 1990 et grâce aux avancées techniques et technologiques, caméra haute définition, microdébrideur, système de navigation, la chirurgie sous guidage endoscopique a permis de traiter par voie endonasale la quasi-totalité des pathologies rhinosinusiennes, voire les pathologies de la base du crâne et les chirurgies intracrâniennes. Limites et futurs enjeux, repousser les limites anatomiques, repousser les limites techniques, avec la réalité virtuelle qui commence à s'installer dans les blocs opératoires. M. Hubert Joannet, il a évoqué l'instrumentation dans des espaces assez restreints. Donc, en réponse, on est limité par la taille des narines et l'utilisation d'une seule main. Des outils qui sont vraiment dédiés, fabriqués à cette fin. Enlever la cloison nasale permet de travailler à 4 mains. Madame Agnès Dupré-Boriès, l'impression 3D en reconstruction cervico-faciale du projet de recherche à l'application clinique. 3 projets principaux visant à utiliser la fabrication additive pour améliorer la qualité de vie des patients traités pour un cancer de la tête et du cou ont été développés. Le premier, mise en place d'un atelier délocalisé d'impression 3D, produire par impression 3D des dispositifs médicaux certifiés selon les critères de l'ANSM sur le site de l'IUCT. Deuxième, mise au point de nouveaux stents pharyngés en silicone sur mesure. La première étape de modélisation du flux pharyngé des patients et l'impression des prototypes des premières prothèses est finalisée. Troisième, reconstruction nasale complète avec un nouveau biomatériau imprimé en 3D. L'implant en hydroxyapatite synthétique pure a été imprimé par stéréolithographie et comporte des canons interconnectés accélérant l'intégration. Jean Lacosingili, qu'est-ce que cela apporte aux patients de passer du prêt-à-porter au sur-mesure? La planification, elle est importante dans les reconstructions, surtout mandibulaires. Le président Benamou, relation à faire avec l'Institut Fairfax. Donc, en réponse, réunion collégiale pluridisciplinaire nationale trimestrielle et certainement des futures collaborations. Le vice-président, nouveau process où une partie ou la totalité de la production est internalisée. Est-ce qu'il y a des registres et surtout au niveau de la tolérance de ces implants? Études randomisées en cours pour prouver à la sécurité sociale le bénéfice de la planification et aboutir à un remboursement. Monsieur Casanova, évaluation de la vascularisation des divers fragments, contrôle de la vascularisation de la palette de peau suffisante pour évaluer toutes les composantes de la greffe.
Troisième présentation, M. Antoine Moyaplana, sur la valeur pronostique des berges moléculaires dans les carcinomes débutants de la cavité orale. Le pronostic des carcinomes débutants de la cavité orale est fortement corrélé au contrôle local de la maladie. L'évaluation de la qualité de la résection chirurgicale est ainsi primordiale. Le whole exome sequencing, technique innovante de détection de l'ADN tumoral circulant, a transformé la prise en charge des carcinomes de la cavité orale. Le VES permet de rechercher et d'identifier des anomalies moléculaires sur la tumeur primitive, puis de les rechercher sur les marges d'exérèse. Ceci permet d'adapter le traitement adjuvant et de personnaliser la prise en charge. Monsieur le Président, utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle en réponse à association de plusieurs données pour avoir un score de prédictivité. Le vice-président, est-ce que tout patient qui a un profil altéré, étiqueté positif, fera une récidive? Y a-t-il un risque de surtraitement par rapport à ça? En réponse, être sûr que l'échantillon est négatif afin d'éviter le surtraitement. Quatrième présentation, Madame Anna Daoudi, assistance robotisée de la chirurgie de l'oreille moyenne à l'implantation cochléaire. Le Robotol est un dispositif de bras robotisé conçu pour assister à la chirurgie otologique et téléopéré via une Space Mouse. Il est utilisé en clinique pour la chirurgie de l'implant cochléaire, réduction de traumatisme intracochléaire pendant l'insertion de l'implant cochléaire, avec l'objectif de maintenir l'intégrité des structures de l'oreille interne. Pour la perforation tympanique, la chirurgie endoscopique robotisée permet d'opérer à 2 mains, de faciliter les gestes opératoires et réduire la courbe d'apprentissage et le temps d'intervention, aboutissant à la fermeture systématique de la perforation. En troisième indication, l'autospongiose. Le laser est maintenu par le bras robotisé afin de réaliser les gestes de platinotomie et serrage du piston, avec absence de coiffure post-opératoire et fermeture du rinet à 1 an post-opératoire pour la totalité des patients. Pardon. Monsieur Couffignal, est-ce que vous utilisez le Robotol car homemade et que pensez-vous des robots automatisés? En réponse, procédure automatisée longue, il s'agit d'une assistance robotisée pour le seul geste d'implantation de l'implant. Enfin, Monsieur François Simon, innovation pédagogique en otologie. L'utilisation de vidéos pédagogiques chirurgicales commentées est une première solution permettant de commenter et décortiquer les techniques chirurgicales. L'impression 3D est une nouvelle technologie permettant de compenser les difficultés d'accès au sujet cadavérique. L'impression 3D avec la technologie de PolyJet permet d'imprimer en multimatériaux des simulateurs allant de l'entraînement à la pose d'aérateur transtympanique à la chirurgie de l'oreille moyenne ou l'implant cochléaire. La combinaison de ces 2 outils, associés à la dissection cadavérique et au compagnonnage au bloc opératoire, permet d'évaluer les performances et la progression et de rassurer le chirurgien sur sa connaissance de l'anatomie et la stratégie chirurgicale pour se focaliser sur le cas particulier du patient. Un objectif éthique devrait être prioritaire, jamais la première fois sur le patient. En question commentaire, Hubert Joannet, est-ce qu'il y a un logbook pour l'interne? La réponse est non, mais plutôt une application smartphone en cours de développement. Ce Couffignal, retard important dans la formation des internes et dans l'évaluation des internes et des enseignants par les internes eux-mêmes. En vous remerciant, vous souhaitez une bonne séance.